Loi du mouvement de Newton, loi fondamentale. De la mécanique classique. Les lois du mouvement de Newton ont été énoncées dans son ouvrage Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en 1687. Il s'agit en fait des principes à la base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, théorie que l'on nomme aujourd'hui mécanique newtonienne ou encore mécanique classique. À ces lois générales du mouvement fondées en particulier sur le principe de relativité des mouvements, Newton a ajouté la loi de la gravitation universelle permettant d'interpréter aussi bien la chute des corps que le mouvement de la Lune autour de la Terre. Première loi de Newton, ou principe d'inertie, énoncé. L'énoncé originel de la première loi du mouvement est le suivant. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme, en ligne droite, dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Dans la formulation moderne de la loi, on parle de mouvement rectiligne, uniforme, et on remplace la notion de force unique par celle plus générale de résultante des forces appliquées sur le corps. Autrement dit, s'il n'y a pas de force qui s'exerce sur un des corps isolé, ou si la somme des forces résultantes s'exerçant sur lui est égale au vecteur nul, corps pseudo-isolé, la direction et la norme de sa vitesse est constante ou, ce qui revient au même, son accélération est nulle. Cette première loi infirme la conception héritée d'Aristote, selon laquelle pour maintenir la vitesse d'un mobile constant, il était nécessaire de lui appliquer une force continue, ce qui, dans la pratique, est vrai, mais que l'on explique par la nécessité d'annuler les forces dues au frottement qui ne sont pas nulles en dehors du vide et de toute influence gravitationnelle. Le mouvement considéré par Newton a lieu par rapport à un espace mathématique abstrait qu'il suppose absolu. Sa première loi s'applique également dans des référentiels en translation uniforme par rapport à cet espace absolu, appelé référentiel galiléen. Au XIXe siècle, la notion d'espace absolu est peu à peu abandonnée au profit des seuls référentiels galiléens. La première loi de Newton se reformule donc aujourd'hui sous la forme, dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est constant si et seulement si la somme des vecteurs force qui s'exercent sur le système est un vecteur nul. Définition d'un référentiel galiléen. La définition d'un référentiel galiléen apparaît fondamentale et est souvent formulée ainsi. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée. Ainsi, la première loi de Newton ne s'applique que dans un référentiel galiléen. Et un référentiel galiléen est un référentiel où la première loi de Newton s'applique.
ce qui apparaît comme une définition circulaire. Pour éviter ce problème, on réécrit le principe d'inertie sous la forme axiomatique suivante. Il existe une famille de référentiels appelés galiléens ou inertiels, tels que, par rapport à l'un de ces référentiels, tout point matériel pseudo-isolé, qui est soumis à des forces externes dont la somme est nulle, et soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. La détermination d'un bon référentiel galiléen est en réalité expérimentale et comme souvent en physique, seule la cohérence entre la théorie, ici la première loi de Newton, et la mesure, mouvement rectiligne uniforme, valide le choix a posteriori. Deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique. Énoncé. L'énoncé original de la deuxième loi de Newton est le suivant. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Dans sa version moderne, on la nomme principe fondamental de la dynamique PFD, parfois appelée relation fondamentale de la dynamique, RFD, et s'énonce ainsi. Dans un référentiel galiléen, la dérivée de la quantité du mouvement, vecteur P d'un solide est égale à la somme des forces extérieures, vecteur F à la base I qui s'exerce sur le solide. La distance du vecteur P divisé par la distance du temps égale sigma fois la force du vecteur à la base I, sigma passe I. Cette expression de la deuxième loi de Newton n'étant valable que pour un système de masse constante, elle peut être reformulée de façon équivalente de la manière suivante. Soit un corps de masse m constante, l'accélération vecteur A du centre d'inertie de ce corps dans un référentiel galiléen proportionnel à la résultante des forces qu'il subit. Le coefficient de proportionnalité 1 divisé par n. Ceci est souvent récapitulé dans l'équation de façon équivalente. Retour sur le principe d'inertie. Pour un corps soumis à une résultante des forces nulles, on retrouve bien la première loi de Newton, c'est-à-dire un mouvement rectiligne uniforme. En première analyse, on peut se demander quelle est l'utilité de la première loi puisqu'il semble être une conséquence de la deuxième. En réalité, dans l'énoncé de Newton, il n'en est rien car la première loi n'est pas présentée comme un cas particulier de la deuxième, mais comme une condition suffisante à l'application de cette dernière. En effet, énoncer la première loi, c'est tout d'abord affirmer l'existence des référentiels galiléens. Cela constitue un postulat extrêmement fort qui permet, dans les exposés modernes de la mécanique classique, de définir les repères galiléens, qui sont les seuls repères dans lesquels la seconde loi est valide. En l'absence de la première loi, la seconde loi est inapplicable, puisqu'on ne peut pas définir dans son domaine de validité. Par conséquent, l'ordre
logique dans lequel les lois sont énoncées n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'une construction intellectuelle cohérente. Ensuite, cette première loi énonce le principe d'isolement du solide. On considère les forces extérieures qui agissent sur lui et on ne prend pas en compte ce qui se passe en interne. Troisième loi de Newton, ou principe d'action-réaction. L'énoncé original est le suivant. L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps, l'un sur l'autre, sont toujours égales et de sens contraire. Isaac Newton. De manière moderne, on exprime que tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B. A et B étant deux corps en interaction, la force F à la base A divisé par B exercée par A sur B et la force exercée par B sur A qui décrivent l'interaction sont directement opposées, portées par la droite. Bram, 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 bram. Bram, 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 bram. Ces forces ont la même droite d'action, des sens opposés et la même norme. Ces deux forces sont toujours directement opposées, que A et B soient immobiles ou en mouvement. Les images ci-contre illustrent cette troisième loi. Deux patineurs qui se repoussent à partir de l'arrêt se projettent mutuellement en accélérant au prorata inverse de leur masse. Si le très faible frottement des patins est négligé, la même expérience est envisageable dans l'espace. Si deux astronautes se repoussent, ils s'éloigneront l'un de l'autre en accélérant au prorata inverse de leur masse. Le grand danger de cette expérience, c'est que les astronautes peuvent être réellement projetés à l'infini. Pour cette troisième loi, il faut là encore revenir sur la modélisation, c'est-à-dire sur le passage de la réalité à la description vectorielle. Dans le cas d'une action de contact, c'est assez simple. Si Albert pousse de 100 N sur Béatrice, alors Béatrice pousse également de 100 N sur Albert. Albert et Béatrice peuvent être sur un seul adhérent de la glace, immobile ou en train de patiner. Il est souvent plus difficile de comprendre que si Albert s'appuie sur le mur, alors le mur pousse aussi sur Albert. Le mur n'a pas de volonté motrice. Il fait chier sous l'effet de l'action d'Albert. Mais cette flexion est indécelable, sauf pour une paroi souple. Et Albert subit donc un effet ressort. Il est de même pour la notion de sol qui soutient Albert, en particulier en cas de saut. Il est difficile d'imaginer que c'est le sol qui propulse Albert, toujours par effet ressort. Le cas des actions à distance est également difficile à conceptualiser, en particulier le fait qu'Albert attire lui aussi la Terre. Cette loi est parfois appelée loi d'action-réaction, en référence à l'énoncé original,
Une formulation au mieux imprécise, au pire entraînant de nombreuses confusions. En particulier, cette ancienne formulation véhicule l'idée qu'il y a toujours une force qui est la cause, l'action, l'autre n'étant qu'une sorte de conséquence, la réaction. Une autre difficulté rencontrée par les étudiants est l'oubli que ces deux forces, A sur B, B sur A, s'exercent sur deux corps différents. Elles ne peuvent donc pas s'annuler mutuellement. L'effet d'annulation n'intervient que lorsqu'on considère un système constitué de différents corps et que l'on s'intéresse à la résultante des forces. Dans ce cas, les forces intérieures s'annulent en effet. Seule la somme des forces extérieures est à prendre en compte. Ce qui est heureux pour étudier le mouvement d'un solide constitué de plus de 10 au pouvoir de 23 éléments. La loi des actions réciproques a l'inconvénient de supposer de l'application des forces comme instantanées, ce qui est abandonné en relativité restreinte. Dans le cas des forces à distance, il convient dans certains cas d'effectuer les transformations pour tenir compte du retard de propagation. Cette correction ne relève pas de la relativité. Comme les forces électromagnétiques s'appliquent à distance, on avait mis en évidence que ces forces se propagent à la vitesse de la lumière et non à vitesse infinie et inclus cette nuance dans les équations avant la révolution de la relativité restreinte. Non, yes. Diverses lois de Newton. Loi d'interaction gravitationnelle. Certains auteurs minoritaires appellent quatrième loi de Newton sa loi universelle de la gravitation. Cette dénomination est très contestable, mais elle est mentionnée ici à cause de la parenté historique des lois. Si cette loi ne fait pas partie des principes de la mécanique au même titre que les trois autres et le principe de relativité, la première réussite de Newton fut d'utiliser ces lois mécaniques plus la loi d'interaction gravitationnelle pour démontrer les lois empiriques de Kepler. Ce sont ses premiers succès qui établirent pour longtemps la domination des lois de Newton sur la science. Notons qu'en combinant cette loi et le principe fondamental de la dynamique, on démontre la prédiction de Galilée selon laquelle, dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse. En admettant implicitement que masse inertielle et masse gravitationnelle sont égales, quatrième corollaire de Newton, principe de relativité. Newton, dans ses principes, a mis en évidence la notion de relativité du mouvement dans les définitions précédant le livre premier. Il introduit dans les scoliers 2 et 4 la notion d'espace absolu et indique dans le corollaire 5 des lois que les mouvements des corps enfermés dans un espace quelconque sont les mêmes entre eux, soit que cet espace soit en repos, soit qu'ils se meuvent uniformément en ligne droite sans mouvement circulaire, ce qui préfigure la notion de référentiel galiléen telle qu'elle est définie aujourd'hui. Cependant, Newton ne fait aucune référence au cas où un référentiel n'est pas en mouvement rectiligne uniforme par rapport à ce qu'il appelle l'espace absolu, et aucune affirmation de la validité de ces lois dans les référentiels accélérés n'est donnée dans les Principia. Il faudra attendre les travaux de Gaspard Coriolis
et de Foucault au XIXe siècle pour que la notion de référentiel galiléen telle qu'elle est connue aujourd'hui se dégage et pour que les formules de changement de repère vers ou depuis un référentiel non galiléen soit établi. Le principe de relativité s'énonce comme suit. Deux référentiels d'espace en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre sont équivalents pour les lois de la mécanique. Au sens de Newton, il faudrait se restreindre au référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à l'espace absolu, en se souvenant que si un référentiel est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un deuxième, lui-même en mouvement rectiligne, uniforme par rapport à l'espace absolu, alors le premier référentiel est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à l'espace absolu. On pourra le vérifier en admettant les trois premières lois, l'invariance du temps, de la masse et des forces, implicites en physique pré-einsteinienne. C'est pourquoi ce principe est appelé ici corollaire. Ce principe est dit principe de relativité galiléenne, car on en trouve la trace dans le célèbre dialogue de Galilée. Quoique, Galilée est supposé qu'il en était de même pour une rotation uniforme. Une formulation moderne affirme que toutes les lois de la physique sont les mêmes pour deux référentiels d'espace en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre. C'est cette formulation forte qui est à la base de la relativité restreinte. Remarque, le référentiel héliocentrique est généralement considéré comme galiléen. C'est dans ce référentiel que sont étudiés les mouvements des planètes et des sondes spatiales. Considérer le référentiel géocentrique comme galiléen, alors que le centre de la Terre est en accélération autour du Soleil, revient à négliger les forces de marée. Considérer le référentiel terrestre comme galiléen revient à négliger la composante centrifuge dans la pesanteur et la force de Coriolis si le point matériel est en mouvement. D'une façon pragmatique, savoir trouver à quel degré d'approximation un référentiel peut être considéré comme galiléen est une quête sans cesse repoussée. Histoire et épistémologie. Contexte historique. Isaac Newton a énoncé ces lois dans le premier volume de son Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en 1687 et à l'aide des nouveaux outils mathématiques qu'il a développés, il a prouvé beaucoup de résultats au sujet du mouvement des particuliers idéalisés. Certains détracteurs de Newton disent qu'il s'est inspiré des travaux de Galilée pour écrire son premier principe, en reprenant presque l'énoncé de Galilée. Tout corps continuera dans son mouvement de ligne droite ad aeternam. Il n'est soumis à aucune force, en rajoutant toutefois la notion d'uniformité du mouvement. Il convient de nuancer. Si Newton avait connaissance des travaux de Galilée, son rôle a été de formaliser les idées de Galilée et d'en tirer les conséquences qui ont permis de construire la mécanique. Quand Newton affirme « si j'ai vu plus loin que les autres », c'est parce que j'ai été porté par des épaules de géants. Le lecteur averti est censé comprendre que le travail s'inscrit dans la continuité de celui de Galilée. En fait, on pourrait même dire que Newton n'a pas précisé que le principe d'inertie et le principe de relativité sur lesquels il s'est fondé pour construire toute la mécanique ont été dictés par Galilée.
tout simplement parce qu'il estime que le lecteur est censé le savoir. Les 2 premiers volumes sont mathématiques. Dans le 3e volume, la philosophie naturelle, ancienne dénomination de la physique des phénomènes naturels, est expliquée. Il a montré comment ces lois du mouvement combinées à sa loi universelle de la gravitation expliquent le mouvement des planètes et permettent de dériver les lois de Kepler. Épistémologie. Les lois suscitées ont été mises en forme et dictées par Newton, mais les fondements proviennent de travaux antérieurs: Galilée, Torricelli, Descartes, Huygens, Hooke. J'ai été porté par des épaules de géant, reconnaissait lui-même Newton. D'autre part, comme l'a fait remarquer Ernst Mach, on reconnaît sans peine que les lois 1 et 2 sont contenues dans les définitions de la force précédemment constitutionnées dans les données. D'après celle-ci, il ne peut en effet exister, en l'absence de toute force, que le repos ou le mouvement rectiligne uniforme. C'est une tautologie tout à fait inutile de répéter que la variation du mouvement est proportionnelle à la force après avoir posé que l'accélération est la mesure de celle-ci. Il suffit de dire que les définitions données n'étaient pas des définitions arbitraires et mathématiques, mais répondaient à des propriétés expérimentales des corps. Dans cette critique, Mach fait référence à la définition 4 des Principia, laquelle introduit la notion de force, fondamentale en physique. La force imprimée, vis impressa, est l'action par laquelle l'état du corps est changé, soit que cet état soit le repos ou le mouvement uniforme en ligne droite. Mais on peut aller encore plus loin. La conservation de la quantité de mouvement de système peut être érigée en principe premier de la mécanique. Cette démarche présente l'avantage de reposer sur un concept, la quantité de mouvement, et permet de traiter des problèmes de mouvement relativistes. De plus, la 3e loi permet d'introduire le concept d'interaction qui n'est pas trivial, mais lui aussi fondamental en physique. À l'époque, cette loi est une absurdité. Si l'on se réfère par exemple au point de vue d'Aristote, chez qui la magie entre actions à distance n'existe pas dans le cadre de la physique. Rappelons que le magnétisme, interprété depuis le De Magnete de Gilbert par des lignes spectrales ou tourbillons. De même, la cause de la gravitation est interprétée par Descartes via une théorie fausse de tourbillons, si contradictoire que même Huygens n'y croit plus. Par contre, Newton déclarera dans une phrase restée célèbre: Hypothesis non fingo. Je ne chercherai pas la cause ultime de la gravitation. La gravitation s'exprime au travers de la loi centripète qu'il énonce. Il ne fait aucune supposition sur la nature de cette force. Newton sortait donc hardiment du cadre imposé par la physique de l'époque, d'où une critique véhémente, l'action instantanée, à distance étant récusée. Elle gênait d'ailleurs Newton lui-même, comme insensé. Romer venait de montrer la finitude de la célérité de la lumière. En 1906, Poincaré proposera une hypothèse moins choquante. La gravitation se propage à la vitesse limite c,
approche de la place et de Noether. Les lois de Newton peuvent être construites à partir de thèses plus abstraites. Les lois de Newton ont subi l'analyse critique de Laplace, puis Ernst Mach, puis Poincaré, puis Kolmogorov. Selon leur analyse, le principe fondamental de la dynamique peut être ramené à une conséquence du déterminisme énoncé par Laplace dans son traité sur les probabilités. Si on connaît la position initiale x à la base de 0 et la vitesse initiale v à la base de 0, alors l'équation du principe fondamental de la dynamique PFD dit que la force étant F, X, V, T, il suffit de résoudre cette équation différentielle pour déterminer le futur et le passé de la particule xt et vt. Ainsi, l'orbite hamiltonienne de l'électron dans le plan des phases xt, pt est déterminée par le PFD. C'est tout ce qu'affirme ce principe, puisque, par ailleurs, il faut trouver expérimentalement la loi F, X, V, T. Même si le déterminisme tel que le définit Laplace souffre de limites, il est tout de même possible de montrer que le théorème de la quantité de mouvement repose sur les principes mêmes de la physique. C'est en effet une conséquence du théorème de Noether. Problème et limite. Univers absolu. Newton avait postulé qu'il existe un espace et un temps absolu. En fait, on peut étendre à toute une classe de référentiels inertiels la notion d'espace absolu, conformément au point de vue de Galilée, qui défendait l'équivalence entre un référentiel et un autre évoluant à vitesse constante par rapport au premier. Par contre, Newton se méfiait du temps absolu. Il savait qu'en changeant de l'échelle du temps, l'expression de son PFD changeait. Il l'a même savamment utilisée. Mais évidemment, il fallait prendre une décision. Quelle échelle de temps choisir? Ce qui paraissait le plus simple était la fameuse loi de Kepler. Et tout était cohérent. Les notions de temps relatif, de finitude, de vitesse, de synchronisation et de transport du temps allaient nécessiter encore beaucoup de découvertes avant d'être entrevues. Il a donc opté pour le temps dynamique absolu et dicté. Le temps absolu s'écoule uniformément. C'est cette variable t qui intervient quand on écrit v égale d fois x divisé par d fois t, puis a égale d fois v divisé par d fois t, et donc a égale d à la puissance de 2 fois x divisé par d fois t à la puissance de 2. Ce temps absolu est généralement Ce temps absolu est généralement admis comme n'emploie pas la relativité restreinte, mais il constitue néanmoins une hypothèse philosophique forte qui a été régulièrement discutée par Leibniz, notamment
qui disait: j'ai marqué plus d'une fois que je tenais l'espace pour quelque chose de purement relatif, comme le temps pour un ordre des coexistences, comme le temps est un ordre de succession. À mettre en hyper underline, limite relativiste. Une des grandes difficultés des théories de Newton, mises à jour dès le XVIIe siècle, est la notion d'action instantanée à distance. Newton lui-même n'était jamais, par cette supposition présente tout aussi bien dans sa théorie de la gravitation que dans sa troisième loi. Plus tard, au cours du XVIIe siècle, un certain nombre de difficultés concernant l'électromagnétisme notamment indiquèrent également que les principes de Newton ne pouvaient pas rendre compte en l'état de tous les problèmes mécaniques ou cinématiques. La relativité restreinte démontre qu'aucune interaction ne se propage plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide et remet donc définitivement en cause les interactions instantanées. De plus, elle montre que pour des objets dont la vitesse est proche de celle de la lumière, les lois de Newton sont absolument plus fidèles à l'observation. Cependant, les formules de la relativité restreinte permettent de considérer la physique newtonienne comme une approximation en supposant la vitesse de la lumière infinie. Ainsi, la relativité permet de justifier les équations de Newton dans les cas de faible vitesse en la rendant démontrable à partir d'une théorie plus générale qui l'englobe. Les lois de Newton s'appliquent donc à la plupart des applications quotidiennes de la mécanique, que l'on qualifie alors de classiques: chute des corps, mouvement des véhicules, moteurs, etc. En revanche, il existe des situations où les résultats sont radicalement modifiés. Par exemple, celles créées au sein des accélérateurs de particules, comme celui du CERN. L'énergie cinétique apportée à une particule de charge Q par une tension V vaut Q de V. Les énergies cinétiques mises en jeu dans les accélérateurs de particules peuvent actuellement monter jusqu'à l'ordre du téravolt, 1000 milliards de volts. On calculerait par exemple, selon les équations newtoniennes, pour un électron ayant acquis une telle énergie cinétique, une vitesse 2 millions de fois supérieure à celle de la lumière. La vitesse réelle, calculée dans le cadre relativiste, est celle d'une fraction de la vitesse de la lumière, légèrement inférieure à l'unité. Il est donc essentiel de bien distinguer les situations où les lois de Newton restent très bonnes approximations de celles. Elles perdent de toute pertinence. En relativité restreinte, les forces respectent toujours un théorème de la quantité de mouvement, mais adapté, faisant apparaître le facteur de Lorentz. Le théorème de la quantité du mouvement est donc un théorème très puissant, puisqu'il permet de déduire les lois de Newton dans le cas où les faibles vitesses le permettent. Dans le cas contraire, il s'inscrit dans les résultats de la relativité restreinte, limite quantique, discontinuité, la mécanique newtonienne étudie surtout les systèmes macrophysiques. Dans ce contexte,
L'espace et l'énergie sont implicitement considérés comme étant continus. Or, le monde de la mécanique quantique est celui des systèmes microphysiques pour lesquels ces concepts sont quantifiés. La mécanique newtonienne s'appuie notamment sur le concept de force, sachant que la force dérive d'un potentiel pour un système mécanique isolé. Toutefois, pour les systèmes microphysiques relevant de la mécanique quantique, la notion de force ne peut pas être définie, puisque l'énergie potentielle comme les coordonnées d'espace sont quantifiées. En effet, en mathématiques, la dérivée d'une fonction discontinue n'est pas définie. La mécanique de Newton trouve donc ses limites pour l'étude des systèmes microphysiques, puisque l'hypothèse implicite fondée sur un espace et une énergie continue est mise à mal pour ces systèmes. Principe d'incertitude, inégalité d'Eisenberg. Si on connaît la trajectoire R vecteur fois t d'un corps, on connaît V vecteur dans le temps à chaque instant avec vecteur V dans le temps égale distance du vecteur R dans le temps divisé par la distance dans le temps. À l'inverse, si on connaît la vitesse du vecteur V dans le temps d'un corps et la position initiale du vecteur R au temps 0, on connaît le vecteur R au temps t à chaque instant avec le vecteur R dans le temps t égale différentiel entre 0 et t du vecteur V dans le temps de la distance dans le temps plus le vecteur R au moment 0. Dans ces deux cas, si on s'intéresse à un seul axe, X par exemple, on voit qu'il est possible de connaître en même temps la position X dans le temps t et la vitesse V à la base X dans le temps t avec une précision infinie, ce qui est contraire au principe d'incertitude de la physique quantique.